Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis aujourd'hui avec Max Dorville, qui est Salut Jérémy. coach, hello, qui est coach, entrepreneur, organisateur d'événements. Tu bouges beaucoup à l'international et aujourd'hui, on va parler de la vision de ton métier, on va parler de qui tu aides, on va parler de la vision du marketing, on va parler de beaucoup de choses. Mais pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous donner un peu ton parcours et nous expliquer ce que tu fais? Yes, bah écoute, d'abord déjà, merci beaucoup Jérémy de m'accueillir sur cette interview. Ça fait plaisir. Ça fait un moment qu'on se suivait un peu. Donc déjà, Exact. je suis très content d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc tu l'as dit, je m'appelle Max Dorville. Je suis business coach, consultant, expert. J'accompagne des entrepreneurs, des experts qui vendent leurs services et leur expertise à vivre la vie de leur rêve déjà et impacter dans le monde premièrement et ensuite vraiment à développer leur activité, avoir plus de clients et être plus serein et vivre enfin la vie qu'ils désirent vraiment dans leur activité et dans leur vie. Ça, c'est pour ce que je fais aujourd'hui. Brièvement, juste pour donner quelques petites étapes. En fait, avant, j'étais salarié. J'avais dans le domaine de l'architecture. Donc, j'ai fait des études d'architecte Mmh. dans un premier temps. J'ai travaillé au Canada pendant de nombreuses années. J'habite à Montréal. Et puis, quand je suis rentré en France, j'ai eu une espèce de dissonance complète entre ce que je voulais faire, l'impact que je voulais avoir, ce que j'ai réalisé aujourd'hui, les interactions que j'avais dans ma vie et puis avec les gens, tu vois. Ouais. Donc, j'ai eu un truc comme ça à 28 ans. J'ai dit, ça va pas le faire. Ça manquait de sens complètement. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mettre beaucoup plus de sens dans ma vie? Mhm. Et j'ai switché complet. Ça a pris du temps, mais j'ai switché complet. Je suis retourné faire des études en école de commerce parce que j'avais ce besoin de légitimité qui est un peu bullshit, mais qu'on a besoin d'avoir au démarrage. Donc, j'ai fait ça. Et après, voilà, j'ai commencé à travailler avec des startups dans le milieu du digital, en consulting, accompagné sur la stratégie marketing. Je me suis aperçu que j'étais bon là-dedans. Mhm. Et puis, au fur et à mesure, c'est la poursuite des rêves. Tu vois, je voulais faire des conférences, je voulais impacter des entrepreneurs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un séminaire. Et en fait, ça s'est fait un peu au fur et à mesure comme ça. Je n'avais pas du tout prévu. Je me suis intéressé à l'indépendance financière, à comment on peut vivre aujourd'hui de son activité, comment on peut avoir beaucoup plus de liberté. Je suis quelqu'un qui est, je pense, toi et moi, on partage aussi cette valeur-là, mais c'est la Ce valeur de besoin liberté. fondamental, ouais. Ouais, c'est ça. Je suis Complètement, ouais. vraiment un inconditionnel de la liberté, un amoureux de la vie. Et j'aime bien dire ça, mais c'est vrai, c'est que j'avais ce besoin-là. Donc, j'ai cherché à me créer un job, enfin, pas vraiment me créer un job, mais me créer ma voie, en fait, qui fait que ça pouvait m'apporter ça. Mhm. Et de fil en aiguille, c'est arrivé à travailler avec des entrepreneurs, des indépendants, à travailler sur Internet parce que c'était ce qui était le plus évident, en fait, pour pouvoir être libre, bouger Complètement, et ouais. puis gagner de l'argent plus rapidement, plus facilement, on va dire. Et puis surtout, en fait, je voulais faire péter les barrières, tu vois. J'avais Hmm. vraiment ce sentiment d'être limité dans un job de salarié que je détestais pas, mais que j'aimais pas non plus. Puis j'avais cette vie un peu moyenne, tu vois, dans genre ça va, mais ça c'est pas l'éclate. Et je voulais plus ça, tu vois. Donc voilà. Et du coup, là, j'en suis arrivé à aujourd'hui avoir des séminaires, faire des immersions, coacher des entrepreneurs. Et c'est un bonheur, un plaisir de pouvoir avoir cette liberté de mouvement à la fois et de liberté financière par ailleurs. Je- Je sais je- pas si ça répond à la question, Ah, mais ça répond très très bien à la question et je te rejoins complètement là-dessus sur cette notion de liberté. Quand on fait nos métiers et qu'on arrive à un certain niveau, il y a quand même un truc absolument extraordinaire, c'est que tu peux le faire de partout. Mm. La notion de vacances n'existe plus parce qu'en fait, tu peux être en voyage quand tu veux ou pas être et rester quelque part. Moi, en vacances, je comprends pas, hein. Si tu veux, si tu Non, me… mais c'est ouais, pardon, excuse-moi, mais Non, non, je vas-y. vais rebondir là-dessus parce que c'est tellement vrai. J'étais en vacances il y a 2 semaines. Je n'arrivais pas à décrocher du business, quoi. Et en fait, Quoi faire? d'ailleurs, on a échangé là-dessus, tu sais, Ouais. en commentaire. Mais c'était en fait la totale dissonance entre je vis, enfin, je travaille pour faire ça, pour obtenir ça aussi, des moments comme ça dans des lieux de rêve et tout. Et quand ça m'arrive, je suis encore en train de penser à mon business parce que je suis tout simplement passionné par ce que je fais et j'arrive Mhm. pas à lâcher. Donc, c'était un peu, tu vois, ça m'a pris quelques jours pour, ok, c'est bon. Mais il n'y a pas vraiment de vacances parce qu'il n'y a ni de week-end d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent. Ça veut rien dire. Mais parce que c'est tous les jours, c'est comme on veut en fait. Moi, des fois, je travaille le week-end, des fois non. Puis des fois, je travaille pas la semaine et des fois oui. Enfin, tu vois, Non, mais c'est ça arrive ça. souvent. Je pense que je suis la moitié de l'année en voyage. Ça change absolument rien à ma dynamique et ma discipline de Ouais. travail. Le dimanche, je bosse, le samedi aussi. Des fois, un mardi, je vais rien faire de la journée parce que j'ai pas envie. Et des fois, je vais avoir des semaines light. Des fois, j'ai des semaines de barjo où je fais 16 heures par jour. C'est ça. Et en fait, il n'y a pas de normes. Mais c'est surtout que tu l'as dit, hein, tu as mis le doigt sur quelque chose de très important.
c'est quand tu es passionné par ce que tu fais, cette espèce d'obsession. Moi, si Hmm. tu me donnes une journée, tu me dis, t'as pas le droit de penser à ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as rien le droit de faire. Je sais pas ce que je ferais de ma journée, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est J'ai un qu'à un vrai moment donné, problème. en fait, on en arrive à se dire, bah, putain, si je fais rien, moi, je m'ennuie très vite, en fait. J'ai des idées, il faut que j'écrive, il faut que je dise, putain, en fait, ça, comment je pourrais monter ça. Et du coup, c'est ultra frustrant de rien faire. C'est atroce. Mais déjà, je sais pas si tu as déjà été dans cette situation. Moi, je suis en Géorgie actuellement, le pays, hein, pour ceux qui nous écoutent, pas l'État des États-Unis. Et ici, si tu veux, l'électricité, c'est Variable. géorgien, tu vois. Ça dépend des fois, tu vois. Et là, il y a pas longtemps, on s'est retrouvé avec 24 heures de coupure de courant. Alors déjà, t'as pas la clim, c'est pas terrible, mais c'est pas le pire. Et vraiment, Florian, mon associé et moi, on se regarde et on fait, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas d'ordi, on n'a pas rechargé les téléphones, on n'a pas internet, on n'a rien. Je l'ai regardé, j'ai pris un Bolt et je suis parti au McDo travailler. Je fais non, non, je peux pas rester là à rien faire pendant une journée complète. On sait pas quand est-ce qu'ils remettent le courant. Bah, Mais cela, par cela besoin. dit, c'est un exercice intéressant, Jérémy, parce que Ah ouais. ça m'est arrivé la semaine dernière, donc j'étais en Corse, dans les montagnes et tout, il y avait une journée, il n'y avait pas de réseau du tout. Euh, et j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, il fait beau, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas d'internet. Eh ben, j'ai essayé, du coup, j'ai mis en place des mini-stratégies pour ma journée en me disant, bah voilà, OK, aujourd'hui, je vais lire, je vais écrire, je vais produire du contenu sans avoir de référentiel d'internet, tu vois. Et Mm. c'était intéressant, en fait, l'exercice, parce que je me suis obligé à m'adapter, à me dire comment je peux faire aujourd'hui. Ouais. J'ai ces contraintes-là, qu'est-ce que je fais avec? Soit je fous rien, de toute façon, je me serais embêté, soit bah, je produis quand même des choses sans le web, quoi. Et ça, c'était intéressant. J'ai le même réflexe que toi. Quand je me retrouve dans des zones de non-couverture réseau parce que je suis en montagne et des choses comme ça. Alors, si j'ai mon téléphone, je vais faire des vidéos, hein, bien sûr. Mais sinon, en fait, juste je prends une feuille, un stylo et je note toutes mes idées et je réfléchis sur mon papier, en fait, en écrivant. Et du coup, je débloque des trucs, j'invente des nouvelles stratégies. Il y en a que je vais jeter la semaine d'après, d'autres que je vais tester sur un an, etc. Mais quand tu es obsédé par un sujet et qu'en plus tu le maîtrises bien, t'as pas besoin d'ordinateur ou de téléphone, en fait. Tu peux juste y réfléchir tout le temps. Tu as assez de données pour mouliner en permanence. Mais du coup, la déconnexion devient impossible. Le sujet te passionne et tu as toutes les ressources en toi pour y penser tout le temps. C'est pour ça que c'est pas toujours facile pour les proches. Ah, Mais bon. c'est un bon sujet, ça. Tu sais quoi, on va embrayer là-dessus un petit peu parce qu'on n'en parle pas assez de ça, de ce que c'est d'être le proche, en couple, ami, famille d'un entrepreneur, notamment dans nos types de business où l'obsession prime. On parle vraiment d'obsession plus que de passion, je pense, hein, même si c'est pas Ouais, ouais. forcément négatif. Dans Et le bon sens, ouais. ouais, c'est pas toujours facile pour les gens quand nous on est absolument obsédé par un truc et qu'on pourrait ne faire que ça et ne parler que de ça pendant 14 heures d'affilée. Moi, je me souviens d'une anecdote comme ça. J'étais passé à Malte. Ouais, J'étais allé voir Margot Klein, tu la connais. ouais. Et donc, on a dîné avec elle, ou on a déjeuné avec elle, avec sa femme, etc. Et Jess, sa femme, disait, non, mais de toute façon, vous parlez que de business tout le temps, j'en peux plus. Et elle se moquait de nous parce qu'on racontait d'autres événements où Margot était allée, elle voyait d'autres personnes, et pareil, elle avait la même conversation business. Je pense que c'est dur pour nos proches, vraiment, à des moments. Ouais, c'est clairement dur et enfin, cette problématique-là assez fréquemment avec ma famille, même si ma famille fait beaucoup partie de mon activité aujourd'hui, Ouais. mes parents m'aident et tout, etc. Mais par moments, c'est juste saoulant pour eux, en fait. Et ma sœur me disait, ouais, j'aimerais passer du temps avec toi, mais j'ai toujours un peu peur que tu me parles de tes trucs et tout. Mais c'est presque alors ouais, c'est presque un réflexe, quoi. Et puis on a tellement tout le temps ça dans la tête. Je parlais l'autre jour, il y a quelques semaines, j'avais une conversation avec une entrepreneuse canadienne et je l'interrogeais par exemple sur sa vie de famille, etc. Et, parce qu'elle a des enfants, alors quand tu as des enfants, c'est encore un autre délire. Mhm. Mais gérer tout ça, en fait, c'est notre vie. En fait, ça s'incorpore, si tu veux, dans un écosystème global. Et parfois, voilà, il faut être aussi conscient que ben, il y a des gens autour de nous et qu'ils ne sont pas forcément dans notre business, dans notre tête, heureusement. Et que bah, il y a un équilibre à trouver. En fait, je ne sais pas si le terme équilibre va bien, tu vois, mais on a aussi des gens autour de nous et je pense que pour moi, le moment présent est ce qu'il y a de plus important. Je suis d'accord avec toi. Et parce que le temps passe très très vite et une fois qu'il est passé, ben, on ne peut pas le racheter. C'est pas comme l'argent, ça va, ça vient. Mhm. Et on peut, après coup, j'ai vécu déjà des formes de frustration en disant, bah ouais, c'est vrai que là, j'étais pas vraiment là. Et ça, c'est vrai que, tu vois, je prends l'exemple de mon premier business booster, là, il y a 2 ans. Pendant 6 mois, j'étais chez moi, du matin au soir, du soir au matin, à bosser. Et j'ai fait 6 mois où j'ai vu personne presque, à part l'équipe, tu vois. Et j'ai fait le séminaire et genre,
la semaine d'après, j'avais l'impression de revenir à une vie à peu près normale et de redécouvrir des gens. Mais sauf que les gens, pendant 6 mois, ils ont avancé, ils ont vu que tu n'étais pas là et les choses ont changé. J'ai pris Mhm. un peu une claque, tu vois, comme ça. Et là, ça m'a fait comprendre aussi que ben, c'est bien d'avoir une vie entrepreneur, c'est bien d'être passionné et tout. Mais la vie, elle passe aussi pour les gens qui sont avec nous, autour de nous. Et Ouais. si on veut aussi se construire des relations, c'est important de faire, soit d'être vigilant avec ça, en tout cas. Et voilà, c'est Je, la je suis, réflexion. je suis complètement d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. J'ai vécu ça, c'était quand? C'était en début d'année, lorsque j'ai organisé mon premier événement, c'était encore à Paris, hein. Et effectivement, j'ai taffé énormément parce que ça correspondait avec la sortie de mon livre, donc vraiment beaucoup de boulot. Tu sais, j'ai fait un livre Ouais. en 1 mois et demi, 2 mois. C'est court, plus Ouais. des events derrière. Si tu veux, il fallait préparer les conférences. C'était mes premières conférences, mes premiers ateliers. J'étais stressé, fallait tout gérer, etc. Tous mes proches sont complètement passés à l'as, hein. Je dormais pas, je bossais, j'étais truc. Et après coup, si tu veux, quand c'était fini, et je me suis dit, bon, c'était génial, hein, c'était une grande étape pour mon business, pour moi et tout. Mais bon, c'était que ça, tu vois, c'était rien de plus que ce qui vient de se passer. C'est ça. Et par contre, est-ce que j'ai pas un peu sacrifié des choses très importantes de ma C'est vie ça. pour une chose pas si importante au final? C'est Et ça. j'ai un de mes coachs récemment qui m'a dit, parce que j'étais sur des questionnements personnels entre vie perso, vie pro, etc. Il me dit, Jérémy, s'il te reste 6 mois à vivre, tu fais quoi? Tu fais ce que tu fais actuellement? Couper du monde, à faire du business comme un ouf et tout, à gagner de l'argent? Et je réfléchis même pas 3 secondes. Je fais, bah non. Il me fait, qu'est-ce que tu fais? Et je prends les gens que j'aime le plus au monde, je m'assois dans l'herbe et je reste avec eux. Il me fait, ok, alors t'as pas 6 mois à vivre, t'as beaucoup plus, mais prends-le en considération un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai. Et on l'oublie très. Enfin, moi, je m'aperçois que je l'oublie très souvent, Moi quoi, et aussi. très vite. Moi aussi. Ça te met une gifle. Et encore, tu sais, moi, je suis parti loin, dans un endroit un peu isolé. Et tu sais, très vite, tu as cette considération, tu te dis, ok, mon business a décollé comme je voulais. J'ai plein d'argent, je suis coupé du monde. Ah, il manque un truc là, merde. Tiens, j'ai peut-être fait une Ouais. connerie un peu, tu vois. Il fallait que, c'est pas une erreur, tu vois, en me disant merde, j'ai fait une erreur, tu vois, Il fallait le faire. fallait le faire, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai tout ce que tu veux. Et là, tu te dis, ouais, ok. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont soit dans la situation avant la mienne, soit dans celle après, toi, avec qui je discute, et qui disent, ouais, mais en France, les impôts, hein, les Mm. charges, c'est difficile. Je fais, alors, tu sais quoi, barre-toi 3 mois et tu vas Ouais. voir. Ben Et, ouais. et je vois les entrepreneurs qui sont après moi dans le process, qui sont un peu plus vieux que moi, qui ont des entreprises qui sont un peu plus développées. Et je comprenais pas, tu vois, ils sont tous en France, ils sont au Canada, aux États-Unis, ils sont en Suisse, ils sont dans des endroits où tu payes mais de chier d'impôts et je comprenais pas. Ça y est, je comprends, j'ai compris. C'est qu'il y a autre chose qui compense, en fait. Ouais, Et ouais, que, ouais, non, clairement, si on, purement dans l'aspect investissement business, clairement, c'est pas avantageux. Mais comme je te le disais, bah, c'est ça. Dans une vie, je pense qu'il y a, bah, tu sais, en dev perso, il y a beaucoup de piliers dans une vie. Et bah, les piliers perso, amis, famille, amour, enfin, ça fait partie aussi des choses qu'il faut ouais. prendre en considération parce que tu peux avoir plein de pognon et juste être trop triste de ne pas pouvoir partager des choses humaines et des émotions avec des gens parce que tout seul. Non, et puis encore une fois, si tu veux, tu te rends vite compte d'un truc, c'est qu'une fois que tu es bien sorti de l'insécurité financière, que tu étais bien, bien, bien en sécurité, tu dis, ok, j'ai plein d'argent, et personne avec qui le partager. Et ça sert à quoi au final? Au début, je Ouais, le c'est voulais ça. pourquoi? C'est ça à quoi? Parce que, enfin, il y a un moment, tu peux pas dépenser plus, quoi. Enfin, Non. Non. et là, tu te dis, OK, en fait, il faut que je me souvienne que je le faisais pour des gens à qui je tiens, pour Mm. montrer l'exemple, pour pouvoir give back, etc. Et ça nécessite aussi de prendre d'autres décisions et d'autres directions dans ton business. Exactement. Mais ça, c'est important pour les gens qui nous regardent là, vraiment, Ouais, parce que au démarrage, enfin, suivant le stade où on est dans son activité, quand on démarre, effectivement, on ne se pose pas forcément ces questions-là parce qu'on a d'autres urgences ouais. qui sont celles de subvenir aux besoins primaires, si on a une famille, à manger, un toit, etc., avoir des revenus. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose à prendre en considération assez rapidement parce que finalement, ça peut venir vite. Et on peut vite tomber dans ce piège de bulldozer bourrin Ouais, et, c'est ça. ouais, je fais que ça. Et enfin, c'est fou, mais même là, encore en te le disant, je m'aperçois que je fais encore même parfois cette erreur-là de Je le fais, tabaser, tu vois. je le fais tout le temps. Mes proches m'ont appelé le bulldozer. Ouais. Et quand tu réalises, ouais, c'est une super force en tant qu'entrepreneur, hein. Mais Bah, il y a des fois, il faut faire un pas en arrière et regarder ce qui se passe, quoi. bah ouais, et j'ai eu bon, on n'avait pas prévu de partir sur ce sujet-là, mais c'est quand même super intéressant. J'ai eu Ouais, cette grave. conversation la semaine dernière avec un de mes très bons amis, Simon Caporossi, qui est un entrepreneur de haut vol et qui est beaucoup plus avancé en termes de Mhm. résultats. Et en fait, il me voit beaucoup travailler et on échangeait là-dessus et il me dit, je pense que c'est très important,
c'est qu'en fait, on a tendance à corréler le montant la somme des efforts qu'on met avec les résultats qu'on va obtenir. Et on se dit, si je travaille comme un bourrin, je vais forcément avoir des résultats. J'ai pas dit que l'inverse était faux, ni vrai d'ailleurs de rien faire, on va avoir plus de résultats. J'ai juste dit que c'est important de travailler, mais qu'il y a des actions qui donnent particulièrement beaucoup plus de résultats que d'autres. Et du coup, on peut s'épuiser à travailler comme des fous sur des choses qui ne rapportent rien. Et là aussi, c'est aussi un autre piège, c'est qu'on a tendance à penser que ok, je travaille comme un dingue, forcément, ça va finir par marcher. Mais je travaille comme un dingue sur les bonnes actions, ça marchera plus rapidement et mieux. Et comme ça, après, je peux diminuer aussi la charge de travail parce qu'on a aussi cette tendance à peut-être partir dans… moi, je vois vraiment, pour avoir bossé avec des startups, c'est des phases. Je pense que tu le sais tout à fait aussi dans ton business. C'est que quand on a, là, tu as la phase de décollage, puis après, tu as la phase de vol, on va dire, comme pour un avion. Ouais. Et forcément, il y a besoin de moins d'énergie quand on est en phase de vol. Et on peut rester coincé dans le modèle de décollage et continuer à bosser autant qu'au décollage qu'en phase de vol. Et c'est là où il y a un risque aussi d'exploser, tu vois. Ouais. Parce Et je parce pense que tu que travailles pour rien à ce moment-là, tu te fatigues en fait. c'est ça, tu te fatigues. Donc, j'aime beaucoup les sujets sur la productivité et l'organisation parce qu'il y a à mon sens, c'est le truc sur lequel trop d'entrepreneurs se plantent. Et là, je pense que c'est vraiment à tous les niveaux. C'est même pas seulement au démarrage, tu vois, c'est vraiment à tous les niveaux. Je suis 100% Euh, d'accord. et du coup, c'est pour ça que je mets un peu le focus là-dessus en ce moment. T'as- C'est pas un tunnel de vente, un système de vente, etc. Tout ça, c'est bien, c'est la stratégie, c'est la technique. Ouais, mais c'est ton lancement. Si derrière, on fait le bourrin, et ouais, voilà, c'est ça. Il te le faut au Donc, début. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue, maintenant c'était il y a des années, ça devait être il y a 7-8 ans. Je n'avais pas le business que j'ai aujourd'hui, j'étais blogueur pro dans la mode, etc. Et je me retrouvais à dîner avec des entrepreneurs assez exceptionnels qui sont les deux cofondateurs de Bonne Gueule, ouais, qui était en 2011 un pauvre petit blog qui prenait un peu ouais. d'ampleur. Aujourd'hui, c'est une marque de vêtements, ils sont une trentaine de personnes, ils font des millions de CA, enfin, c'est vraiment des entrepreneurs que j'admire. Et je me souviens de Benoît, on était en train de dîner à Paris, qui me dit ouais, non, alors beaucoup travailler, c'est bien, mais attention, ne tombe pas dans le piège inverse du hustle à 16 heures par jour pour rien, à part être C'est fatigué. ça. C'est ça. Et, C'est vraiment ça. ouais. Et je sais plus maintenant si c'est Gary Vaynerchuk ou Grant Cardone, hein, sur les entrepreneurs américains, qui dit ça. Il dit travailler plus va pas te rendre plus riche, ça va juste te rendre plus fatigué. Ouais. Ouais, alors après, Gary, je trouve qu'il est quand même encore dans un message. Faut y aller Ouais. comme un psycho. Ouais, mais il est complètement hyperactif, ce monsieur, il n'a pas le Mais choix. c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est comme Mais Casey Neistat, avec sa journée qui fait 4 heures du matin, 23 heures non-stop, où le mec il arrive à gérer famille, enfant, sport, ouais. business. Ouais, mais enfin, à partir du moment où tu as un trouble du déficit de l'attention, où tu es sur Ritaline, c'est possible. Ouais. Pour les gens normaux, Les gens normaux. faut pas faire ça. Non, c'est ça. Ça. Mais c'est vraiment important. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on enseigne dans votre programme comme Ouais, chez nous. C'est quoi les bonnes actions en fait à faire, même si elles voilà. demandent de l'énergie, de l'investissement, du temps et de l'argent. Mais il y a des choses à faire qui te font prendre des raccourcis. Complètement, à 100%. C'est de te concentrer sur les bonnes choses parce que si tu te concentres sur les mauvaises, tu peux déployer une énergie colossale, il va rien se passer en fait. Tu sais, c'est Et des exemples souvent, bêtes. Ouais, vas-y. souvent, Jérémy, on a tendance, et ça, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est on a tendance à faire beaucoup de choses. Et comme de par hasard, ce sont les choses qui sont confortables pour nous, nous font le moins peur, qui ne sont pas forcément celles qui vont être stratégiques, mais on les fait quand même parce qu'on dit oh putain, j'avais noté ça sur ma to-do list, là, il faut que je le fasse. Et, Tellement. euh, et en fait, les trucs, on les connaît, hein, les 3-4 trucs précis qui vont nous rapporter et qui vont vraiment nous faire grandir personnellement et dans notre entreprise. Mais c'est des trucs qu'on ne fait pas parce que c'est des trucs qui nous font peur. Et là, tu vois, c'est là où prend tout son sens l'accompagnement, le coaching, Ouais. le fait d'être avec quelqu'un, parce que tout seul, même pour toi et même pour moi, je pense, enfin inverse, c'est vrai, c'est aussi vrai. Et à tout niveau, c'est vrai. Est-ce que tu as ça aussi? Parce que nous, ça nous arrive en permanence. Les gens, ils arrivent chez nous, ils signent, ils payent, et quand on leur donne le plan d'action, ils font, mais je savais ça. Oui, mais tu l'as pas fait. Mais c'est ça, Tu payes pour qu'on te dise ce que tu sais déjà, mais pour t'obliger à le faire. à le faire, exactement. Et ça, c'est un truc que j'ai compris dans le coaching il y a peut-être quelques années maintenant. Je n'avais pas forcément saisi avant. Même moi, quand j'ai commencé à investir dans le coaching, je me suis dit, Ouais. mais attends, je vais payer un type 15 000 balles pour qu'il me dise ce que je sais déjà. Ouais, ok. Mais dans le fond, en fait, je le savais, je l'aurais peut-être fait en 6 ans et je l'ai fait en 4 mois, tu vois. Donc, Ah, mais à c'est, 100%. c'est- mais ça, c'est encore un truc, c'est encore un truc à avoir avec une catégorie d'avatar, je pense, ou de Mhm. clients qui fait qu'au début,
Ils s'attendent à ce que oh, je vais découvrir le truc magique qui va tout changer. C'est les gens qui cherchent la formule magique, le shiny object syndrome. Ils attendent encore en fait qu'on leur révèle la vérité. Non, la vérité, elle est là en fait. Le business model, c'est le même. C'est le même depuis 200 ans. C'est les mecs de la pub de New York là, qui l'ont inventé il y a 200 ans. Tu copies ce qu'ils font à ta sauce avec les nouveaux outils, ça marche. Tu penses que tu vas inventer une nouvelle technique, tu vas te planter. Ouais. Comment tu gères toi tout ce qui est productivité du coup? Comment tu gères ta journée, l'organisation, ton business et tout? Alors du coup, je me suis un peu fait taper sur les doigts à nombreuses reprises là-dessus, mais j'ai expérimenté je me lève, je vais m'asseoir à mon ordi, je bosse toute la journée et j'oublie de me laver et de manger. J'ai fait ça il y a quelques années. Et en fait, je me suis aperçu que je bossais comme un taré et que j'avais aucune vision et j'avais aucune structure et j'avais aucune maîtrise du coup sur les actions qui étaient à faire et pas à faire. Et maintenant, ce que je fais, c'est que déjà, je me refocalise sur, OK, c'est quoi les importants à 90 jours? C'est quoi les importants à 3 mois? OK, il y a 3-4 choses. Là, je sais que je vais structurer mon mois qui vient en fonction de ces importants-là et que j'ai déjà des choses de prévues, tu vois, donc je structure un petit peu tout ça avec les rendez-vous, les événements, les choses qui sont déjà prévues. Et ensuite, chaque semaine, le lundi matin, j'ai une plage horaire qui est du project management et je sais que je planifie ma semaine comme ça. Et après, je fais la même chose à la journée. Je segmente les tâches qui prennent moins de 15 minutes et celles qui prennent plus d'1 heure, enfin qui sont entre 15 minutes et 1 heure. Et du coup, comme ça, j'arrive à organiser mes tâches. Et surtout, j'en mets moins qu'avant, quoi. Et comme ça, j'évite de faire à la fin de la journée, j'en peux Il plus. y a un truc important là que tu dis là. Moi, je connais aujourd'hui, j'ai lu sur des très grands entrepreneurs qui ont des agendas vides. Et il y a quand même ce symptôme, en tout cas quand tu débutes, moi je l'ai eu, je l'ai moins aujourd'hui, où tu veux absolument remplir à ras-bord ton agenda d'un million de trucs. Les trois quarts ne servent à rien. Le pire, tu vas pas les faire, tu vas finir par les barrer, les remettre au lendemain. Mais j'avais une journée remplie, hein. J'ai bossé aujourd'hui. C'est ça. Et c'est justement ce qu'on disait avant, c'est les gens qui s'agitent comme des hamsters dans leur roue, c'est les actions qui servent à rien en plus. C'est celles qui ne sont pas obligées de les Ouais, faire. c'est ça. D'ailleurs, je parlais de Margot tout à l'heure. J'écoutais parler du coup sur pareil. Elle avait une question sur la productivité. Bon, elle planifie pas vraiment ses journées de la manière dont je le fais, Mhm. mais elle disait voilà, je fais que ce qui est nécessaire et le reste, soit je le dégage, soit je le délègue. C'est ça. Donc, au début, on n'a pas forcément les moyens de déléguer. Je l'entends parce que c'est souvent quand je dis ça, on me dit oui, mais bon, c'est gentil, Max, ton truc, mais comment je fais pour déléguer? Et ben, si au début, on n'a pas les moyens de déléguer, soit on l'apprend, soit on le fait pas, soit on le délègue. Soit on le délègue. Donc, c'est des choix à faire. Être entrepreneur, c'est aussi des choix à faire Ouais. et des choix sur des actions qui permettent de rapporter un peu et de faire rentrer du cash flow pour pouvoir ensuite prendre quelqu'un peut-être pour faire cette tâche-là et ainsi de suite. Ainsi de suite. Mhm. Mais tu sais, on veut tout de suite là. Aujourd'hui, on veut tout de suite et on veut tout rapidement. Je sais, hein, je suis un peu comme ça aussi. Ouais, Mais la vérité, c'est que les choses, on vit dans un univers avec des éléments et du temps. Et que une plante, si tu mets une graine, eh ben, le lendemain, tu n'as pas l'arbre avec les fruits, quoi. Tu vois. Donc, il faut l'arroser, il faut prendre soin. Et c'est une image, mais c'est vrai, c'est la nature qui est faite comme ça. Tu vois. Mhm. Donc, à l'heure d'Internet, on veut tout super rapidement. On veut un funnel qui marche tout de suite. On veut 50 clients quand on démarre. On veut, Et on se euh, compare beaucoup aussi. C'est aussi un symptôme d'Internet, ça beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que toi, tu arrives, tu es le petit entrepreneur qui te lance, et en face de toi, tu as des gens qui font déjà des millions, et tu essayes de copier ce qu'ils font, mais pas par où ils sont passés. Et là, il y a une erreur majeure, c'est oui, mais machin, il fait comme ça. Ouais, mais machin, il a un business qui fait 5 millions, il a 25 personnes, et tu peux pas le faire, toi. c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est vraiment le truc qui, moi, m'a empêché d'avancer pendant de nombreux mois. Moi aussi. Qui aujourd'hui, même, je me surprends à me dire, putain, en fait, tu te compares à un type, ça fait 15 ans qu'il est dans le game. Arrête tes conneries parce que c'est pas possible, tu vois, tu peux pas. Et du coup, ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui n'était contre-productif totalement parce que ça terrorise et du coup, ça immobilise. Et au lieu de dire, bah voilà, moi, je suis à mon niveau, je fais ce que je fais, je sais ce que je sais, je fais ce que je sais faire et je le fais bien. Euh, et step by step, expérience après expérience, en fait. Hmm. C'est des expériences qui amènent des enrichissements personnels, des apprentissages, qui apportent la confiance aussi. Et c'est ça qui permet de faire des choses ensuite qu'on n'avait pas prévu de faire ou quand on avait peur de faire.
Mais c'est vrai qu'on voudrait avoir des résultats de personnes qui, ça fait 15 ans qu'ils font ça, qui se sont plantés 50 fois, mais qu'ils ne le savent pas parce que, si c'est des Français, ils ne le disent pas. Les Américains, c'est différent. Mais, et donc, c'est ça, tu vois. On voudrait le succès sans avoir à être passé par les échecs. Et ça, je le dis souvent, c'est très rare. Je ne connais pas un entrepreneur à succès qui n'a pas échoué une fois. En fait, j'en connais pas. Et j'en connais pas non plus un seul qui n'a pas réussi en n'abandonnant jamais. Ouais, donc, c'est ça. C'est toute la notion d'échec et de succès qui est à revoir en fait. Hein. Et c'est en France, elle est un peu biaisée, mais en Amérique de manière générale, c'est différent. Il n'y a pas d'échec. J'ai trouvé un autre chemin pour pas le faire, quoi. Il faudra que j'en trouve encore un autre pour pouvoir le faire. C'est le corps d'Edison et de son ampoule, quoi. C'est très difficile, Jérémy, parce qu'on est dans un pays, la France, en tout cas, si vous nous regardez et que vous êtes en France, la France est dans un pays où on a une culture de l'élitisme, une culture du succès qui est très différente de la prudence aussi, de l'Amérique du Nord, de la prudence, de la prise de risque. J'étais aux États-Unis il y a même pas un mois, j'étais à Miami, je parlais avec des entrepreneurs français qui sont aux États-Unis depuis déjà des années, et ils me disaient, mais putain, Max, c'est hallucinant en fait de voir que des gens qui habitent en France, qui ont quand même des matelas ou des couvertures ou je sais pas comment dire, des sécurités plutôt, on va dire comparées aux États-Unis qui sont plutôt confortables, tu vois. Et malgré ça, sont quand même globalement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont du mal à se lancer, qui ont peur d'échouer, qui ont peur de se planter. Aux US, en fait, le truc, c'est que de toute façon, il n'y a rien. Il n'y a pas de filet. Donc, s'ils font rien ou s'ils font quelque chose, le résultat, c'est à peu près le même. Ouais, donc, ils prennent le même risque. Au pire, rien, quoi. Au pire, rien. Nous, on a peur de prendre le risque de perdre ce qu'on a déjà, ce qui nous est un peu donné, tu vois. On a quand même pas mal d'aide en France. Je trouve que c'est un beau pays pour ça. On est quand même vraiment très confortable. Mais que dans un état d'esprit entrepreneurial, je trouve que ça bride un petit peu. C'est mon… On a peur de se lancer. Et si je me plante, et si ça marche pas, et si j'ai plus rien, et si. Et je répète souvent à mes clients, mais en réalité, au pire quoi? Est-ce que tu vas vraiment te retrouver sous un pont à crever? Absolument jamais. Hein. Au pire, tu t'es planté, tu recommences en fait. C'est pas grave. Tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas échoué en fait. C'est ça. Ça marche pour tout. Hein. Ça marche pour les investissements, ça marche pour tester des choses. Ça marche. Mais tu sais, on a beau le savoir. Je dis souvent, on ne fait pas toujours ce qu'on sait. Ou on ne fait pas toujours ce qu'on a lu, ou on ne fait pas toujours ce qu'on sait. Et je pense que, voilà, pour moi, là, mais il y a plein de choses que je sais. Notamment, là, j'avais un investissement à faire sur un mastermind. Je sais la plus-value, je sais, etc. Mais putain, j'étais quand même là. OK, qu'est-ce qui se passerait de pire si vraiment, tu vois, ça tout s'écroulait et que mais je me suis jamais dit, je vais me retrouver sous un pont, tu vois. Mais on a quand même on peut avoir ce frein-là à des moments sur des gros, enfin pas des risques, mais des gros pas, des gros steps dans son business. Pour autant, à chaque fois, c'est celles-là qui font que tu passes un step énorme et que tu passes c'est comme des niveaux dans un jeu vidéo, tu vois. Tu passes le levier d'après, quoi. Donc, exactement, dans cette situation actuelle, et j'en parlais aujourd'hui ou hier, je me souviens plus, avec Flo, mon associé, et on est en train de réfléchir sur nos différents investissements internationaux, et forcément ils comportent des risques, etc. Et on se regarde, on fait bon, de toute façon, bon, si on se plante, on repart de zéro, quoi. Et puis il me regarde, il me fait, de toute façon, en fait, on aime ce jeu, on y joue déjà toute la journée, c'est déjà notre kiff. On le fait pas pour l'argent, on n'a pas de problème d'argent particulièrement. Bon, on se plante, faut tout recommencer, quoi. Ouais, bon, de toute façon, même si on avait 10 millions sur un compte, on continuerait ce qu'on fait. Si on a zéro, on va le faire aussi. Donc, si on est entre les deux, on peut le faire. Enfin, ça change rien. On a trouvé un truc qui nous amuse. Le risque n'existe plus. C'est de toute façon qu'on ait beaucoup, beaucoup d'argent ou plus du tout, on va continuer à le faire. C'est ça. Ça, c'est quand on a trouvé quelque chose qui nous animait vraiment aussi. Ouais. Parce que le risque, c'est de vouloir s'enrichir simplement financièrement au travers d'un business. Et là, forcément, lorsqu'on traverse des difficultés, des échecs, eh bien, ça tire sur des cordes qui sont un petit peu différentes. Et forcément, c'est aussi là où le risque il est d'abandonner et de dire bon, ok, ça marche pas, je passe à autre chose, j'en fais un autre. Puis, tiens. Exactement. Tu as une vision que je rejoins beaucoup sur toute la partie vente et marketing. Et tout le monde, tous ceux qui me suivent et qui me connaissent savent que je ne rejoins pas grand monde là-dessus. Je trouve qu'aujourd'hui, dans nos milieux du coaching et du business web, il y a de plus en plus de marketing très, très bourrin, de la vente très, très agressive, etc.
Et je sais que comme moi, tu as fait un pas en arrière vis-à-vis de ça en disant les mecs, on peut peut-être faire autrement. Hein. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, ben, je suis entièrement d'accord avec ça. Et je pense que moi, d'où c'est venu, en fait, pour la petite histoire, c'est venu au départ, au démarrage, quand j'ai commencé il y a quelques années. J'avais cette dissonance entre mes valeurs qui sont la bienveillance, la liberté, la contribution, l'excellence, etc. Et la vente, dans le sens, putain, attends, euh, je vais vendre, je vais aider, je vais quand même pas faire payer quelqu'un pour l'aider parce que là, je suis dans l'aide et tout machin. Et en fait, et parallèlement à ça, j'ai quand même besoin de cash pour vivre la vie de mes rêves et faire ce que je veux et contribuer différemment et faire grossir mon entreprise. Tu vois. Donc j'étais comme, c'est compliqué. Et forcément, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Bah, mes ventes, ça marchait pas terrible, tu vois, parce que Mhm. quand tu es un peu au milieu. Et, euh, et ça a changé, en fait, parce que j'ai vu la vente d'une manière différente, mais j'ai pas vu la vente comme simplement une finalité. Il faut que je vende n'importe quoi à n'importe qui, coûte que coûte. Si la personne, c'est pas bon pour elle, c'est pas grave, je vends quand même. J'ai pas du tout vu ça, le truc comme ça, mais j'ai changé mon mindset par rapport à la valeur que ça pouvait avoir dans sa vie, dans sa vie, dans son business, et que ça a de la valeur, tu vois. Et j'ai décorrélé ma valeur personnelle de du résultat que la personne pouvait obtenir en travaillant avec moi et en ayant des résultats qu'elle n'aurait certainement jamais eu si elle avait rien fait ou juste une petite formation, etc. Mhm. Donc ça, déjà, c'est un premier switch. La deuxième chose, c'est que, en fait, je pense que la deuxième chose, c'est tout simplement ma personnalité, mes valeurs, qui font que il y a des choses qui me conviennent pas. J'ai essayé des trucs. Et d'ailleurs, voilà, on en parlait tout à l'heure. À un moment donné, j'ai essayé de faire des choses qui ne me ressemblaient pas forcément, qui étaient du marketing un peu plus agressif, pour tester, tu vois. Mhm. Et le résultat n'était pas foufou. Déjà, parce que les gens, ils ont fait attends, mais Max, c'est un peu bizarre ton truc parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de te voir comme ça ou de voir des messages comme ça de toi. Et du coup, j'ai fait ouais, ok, c'est pas grave, j'ai testé, j'ai essayé, j'ai vu le résultat. Et puis moi, je n'étais pas forcément à l'aise avec ça. Et dans le marketing, en fait, je pense que ce qui marche, c'est avant tout d'être aligné, d'être à l'aise avec la manière dont on va communiquer son offre, on va Ouais. communiquer son message, on veut aider les gens. Et à partir de ce moment-là, si c'est aligné, ça a beaucoup plus de chances de marcher. Et je ne suis pas du tout dans l'agressivité parce que pour moi, c'est pas en étant agressif qu'on a les clients qu'on veut nécessairement déjà. Enfin, ça dépend de la Ça personnalité qu'on joue, est, ça. bien sûr. Si tu es un pur vendeur et que ton deal, c'est de faire des deals, c'est tout ce que tu veux faire, tu auras des clients qui seront en accord avec cette énergie-là, tu vois. Mhm. Je vois. Mais c'est toute une question de cohérence, en fait, avec qui on veut travailler, quelles sont les Exactement. personnes avec qui on veut avoir, qui on veut aider. Du coup, on ne peut pas aider tout le monde, je t'entends souvent dire ça et c'est totalement vrai. Et d'ailleurs, c'est normal aussi de refuser des personnes parce que Ouais. moi, j'ai une règle, c'est que quand je commence un call, si au bout de 20 minutes, j'ai moins d'énergie que ce que j'en avais quand je l'ai commencé, je propose même, enfin, je ferai aucune proposition à la personne. Mhm. C'est une bonne règle. J'aime beaucoup l'idée. Donc voilà, et puis après, pour tout ce qui est com, pareil, ça va paraître un peu simple, tu vois, mais c'est quoi qui m'inspire en ce moment? Quelle est mon énergie? Est-ce que ça vient de mon cœur? Alors voilà, je sais que c'est des trucs qu'on ne parle pas forcément souvent, quoi, tu vois, le rapport au cœur et l'énergie, tu vois, mais je pense qu'en tout cas, Il faudrait en parler plus de ça parce que si tu veux, pourquoi on n'en parle pas, à mon avis, c'est que c'est moins notre marché, sexy. c'est moins sexy. Notre marché s'adresse essentiellement à des gens qui se lancent. Ils n'en sont pas encore à ces problèmes-là et si tu leur en parles, ils disent ouais, non, mais ça ne me concerne pas. Ouais, Ouais, c'est mais ça ça. va très vite te concerner en fait. Tu vas très Moi, ce vite que te je veux, retrouver c'est dans faire ta de question. l'argent, donc moi, ce que je veux, c'est de faire du cash, donc je veux que tu me parles de chiffres. Bah ouais, alors après, j'ai bien vu qu'en parlant chiffres, j'attirais des gens qui étaient attirés par les chiffres. Et qu'en parlant autre chose, j'étais attiré par les gens qui étaient plus attirés par autre C'est chose, qui à, venaient à- mieux. à 100%. C'est pour ça que nous, on a une règle, c'est qu'on ne dit pas combien on gagne. On ne parle pas de promesses chiffrées, jamais. Mm. On te dit, ouais, effectivement, si tu es dans telle typologie de business, avec telle typologie de méthode, tu peux arriver à ce genre d'ordre de grandeur. Ça ne veut pas dire que tu Bien iras, sûr. ça ne veut pas dire que tu ne le dépasseras pas. Mais on ne fait pas de promesses chiffrées, on ne parle pas de nos chiffres à nous. Les gens qui nous suivent depuis assez longtemps, ils ont des idées, tu vois, mais enfin, ça suffit. Mm. En fait, on ne veut pas attirer des gens qui sont attirés par l'argent. Moi, quelqu'un qui vient chez moi et qui me dit, je veux juste faire plein d'argent, je fais, c'est très bien, je te souhaite de Mais c'est réussir. pas chez nous. Il y a d'autres coachs qui vendent ça. C'est pas mon cas. C'est ça. Ben, c'est ça. Et ça pour les gens qui nous regardent, tu vois, Jérémy, je pense que c'est, c'est à tester, en fait. Parce que au début, pour trouver son positionnement, pour trouver son message, pour savoir qu'est-ce qui
ce qui nous correspond et les gens qu'on veut attirer, bah, il n'y a pas de secret, quoi. Ça tombe pas du ciel comme ça, genre, c'est le message a été éliminé. Euh, mais ça demande quand même en amont de se poser des bonnes questions. Mmh. Ok, c'est quoi pourquoi, c'est quoi ma vision, où est-ce que je veux aller, qui c'est que je veux impacter et tout. C'est des questions qui sont basiques et qu'on revoit et revoit et qu'on resserre à toutes les sauces. Mais encore une fois, ben, il n'y a pas de secret. C'est par là aussi qu'il faut passer pour pouvoir être impactant en fonction de qui on est. Et la question, c'est pas qu'est-ce que, souvent j'aime bien redire ça, c'est pourquoi je fais les choses. Est-ce que je fais les choses, est-ce que je fais pour avoir ou est-ce que je fais pour être? Et c'est totalement différent dans la démarche. C'est quelle personne je veux devenir, qui va bien sûr générer du cash flow, des revenus, d'impact, etc. Mais c'est pas genre je fais les choses pour avoir 1 million d'abonnés sur Instagram, je fais les choses pour faire 1 million d'euros dans un an. Et ces choses-là vont arriver si, à mon sens, en tout cas, pour moi, c'est mon avis, ça n'engage que moi, on les fait parce qu'on a envie de devenir telle personne, parce qu'on a envie d'avoir un impact sur tel marché ou sur tel environnement. Je suis complètement d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. Tu dis, je veux faire de l'argent, je veux des followers. Non, non, attends, pourquoi tu veux ça? Parce que 9 fois sur 10, sinon, je vais te donner la méthode pour faire ça. Tu vas faire ça, une fois que tu vas l'avoir, tu fais, ah, mais en fait, c'est nul, je voulais pas ça. Je sais pas si tu as déjà eu des clients, tu sais, ils arrivent avec un objectif. Et moi, ça m'est arrivé sur mes premiers clients au début, tu vois, aujourd'hui moins. Et je creusais pas. Je dis, c'est ça ton objectif? Ok, très bien, on va là. Et en l'occurrence, c'est pas qu'ils y arrivaient, hein, c'est qu'ils freinaient des cas de fer et je voyais à cheval à mi-chemin, ils se sabotaient, ils repartaient en arrière. Et puis un jour, je creuse et tout, je me dis, mais attends, tu veux vraiment aller là? Il me fait, je sais pas. Je fais, attends, ok, d'accord. Merde, j'ai loupé un truc important là. Et je creuse. Et en fait, cet objectif le terrifie parce qu'il se rend compte qu'il s'en bat complètement les couilles et que s'il arrive là, sa vie s'arrête et qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. Je fais, ok, d'accord. Je fais, on a un vrai problème là. Je fais, tu fais ça pour les mauvaises raisons en fait. Mais cela dit, tu viens de mettre un doigt sur un truc super important. C'est souvent, quand on atteint un objectif, derrière, s'il y a une perte de sens et ça peut arriver, genre, ah, ben, j'ai atteint mon objectif et derrière, je suis pas bien ou j'ai une espèce de sorte de mal-être, tu vois. Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le vivent et j'ai remarqué, c'est juste, très souvent, c'est quand tu es décorrélé de ta vision, où est-ce que tu veux aller, qui tu veux devenir, etc. Et c'est flagrant. Et ça peut être des semaines entières devant Netflix à rien foutre parce que tu sais plus pourquoi tu es là. Je l'ai fait. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps chez un de mes meilleurs amis qui est un grand entrepreneur et qui a fait une très grosse croissance sur 1 an et demi. Et ensuite, il a fait un très gros programme d'entraînement de sport et tout. Et ensuite, il a fait 10 jours de dépression. Ben ouais, mais ça, tu vois, et c'est super important de le pointer, de l'identifier chez nos clients parce que ça peut dérailler si la personne a des résultats très vite et qu'après elle s'effondre. Tu vois. Ce travail-là, il se fait en amont aussi il y a différents niveaux de vision en fait. Mais je pense qu'avec Margot, tu as dû bosser ça aussi, mais Complètement. différents niveaux de vision et on y va étape par étape, pas par pas. Tu vois. Donc oui, j'ai déjà eu ce souci-là avec des gens. C'est aussi parce que justement, au début, on a tendance à se focaliser sur l'objectif et pas suffisamment sur tout ce qu'il y a derrière, à savoir pourquoi. Ouais, c'est là qu'effectivement, quand tu atteins l'objectif, tu fais, ah merde, c'est tout? C'était que ça? Ah, Voilà, fait c'est chier. ça. Et on fait quoi Et maintenant? après quoi? Et c'est ça. Et après quoi, tu vois? Là, cette année, après le Business Booster, j'ai tellement bossé 6 mois là-dessus que quand c'est la semaine d'après, j'étais comme, bon, ben, j'étais pas bien parce que j'ai vécu 4-5 jours où il faut quelque chose, il faut que je me remette il faut que j'ai de nouveaux objectifs. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les objectifs pour l'entreprise pour cette année? Quels produits qu'est-ce qu'on améliore? Enfin, tu vois, j'avais besoin de ça parce que sinon, je flottais, quoi. En général, quand j'atteins des gros objectifs, derrière, en fait, je prends une pause pour réfléchir et pour intégrer. Et je passe plus de temps sur le sport, sur le perso, sur la méditation, sur les proches, etc. Et je m'occupe complètement d'autres choses pour intégrer le truc. Et pour pas, en fait, si tu veux, être dans la course de ça y est, j'ai atteint l'objectif, vite un autre, on court, on se dépêche. Ouais, c'est ça. Il faut prendre le temps d'intégrer ce que tu viens de faire, d'être fier, d'être content, d'avoir de la gratitude, de dire, OK, c'est cool. On va prendre une semaine et ensuite, on va trouver la suite. Ou alors, on l'a déjà peut-être aussi. Hein. Mais effectivement, et ça, tu as beaucoup d'entrepreneurs américains qui en parlent, mais un peu moins en France. C'est OK, par exemple, tu as des clients qui arrivent, qui disent, ouais, moi, je veux faire 100 000, je veux faire 1 million et tout. OK, très bien. C'est possible, on va structurer ton business pour, blablabla. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es la personne qui peut avoir ça? Parce que le fabriquer, c'est facile, hein, mais ensuite, il faut le garder. Il faut vivre avec et ça va te générer de nouveaux problèmes et de nouveaux défis. Est-ce que tu es une personne qui va avoir ça? Est-ce qui peut avoir ça et qui est prête à ça? Parce que sinon, c'est peut-être pas la direction où il faut que tu ailles tout de suite. Ben, c'est ça. Et je pense qu'on a tendance à sous-évaluer les problématiques qui apparaissent
Oui. Certaines disparaissent, mais d'autres apparaissent. Et c'est un peu ouf. c'est un peu le rêve de quand j'aurai ça, tout ira bien, tu vois. Ouais, non, en fait, quand tu auras ça, tu auras d'autres problèmes. Exactement. Si tu es heureux maintenant, l'argent peut te rendre plus heureux. Si tu es malheureux, il va te rendre plus malheureux. Si tu as des petits problèmes, il va t'en faire des plus gros. En fait, l'argent, c'est un outil, c'est une énergie, c'est un amplificateur, c'est ce que tu veux. Ça résout rien, en fait. Tu as une Mhm. entreprise tu avais 10 000, c'était pas comme tu voulais, tu veux faire 1 million. Tu auras une entreprise avec des problèmes à hauteur de 1 million, en fait. Ah, non. Et ça, les gens, ils n'en parlent pas assez. Non, Effectivement, non, et c'est extrêmement vrai. Et c'est même ça qui fait cracher des boîtes. ouais, Parce que à l'époque où je bossais plus pour des startups, donc avec des équipes des cofondateurs, tu vois, 3-4 personnes, on dit souvent que 95-90% des startups se plantent à cause de l'humain et non des résultats financiers. exactement. C'est que, en fait, qu'il y ait des résultats ou pas, les synergies qui se passent entre les gens génèrent des problématiques qui font que si tu n'arrives pas à les gérer, toi, personnellement, intrinsèquement, et de manière extérieure avec ton environnement, tes associés, tes partenaires ou tes prestataires, Mhm. eh ben, là, ça peut vraiment partir en sucette, quoi. Bien sûr, Et être très malheureux et être très mal. ouais. Quand il y a des grosses sommes en jeu dans les relations interpersonnelles, si les problèmes n'ont pas été anticipés, ça change complètement la donne dans les relations, en fait. Parce que Exactement. ce petit truc qui était insignifiant pour 1 000 euros, il est beaucoup moins insignifiant quand il s'agit de 500 000. Hein. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui bossent avec des gens, que ce soit des employés, des partenaires, des associés, des trucs, faites des pactes d'associés, écrivez exactement votre vision, Ça, c'est clair. anticipez les séparations, les Les entrées, partages. les sorties. Exactement. Et anticipez-le quand vous avez rien. Parce que c'est beaucoup plus difficile de faire ça proprement quand vous avez déjà beaucoup et que vous êtes le nez dans le mur à devoir gérer vos merdes, qu'elles soient positives ou négatives, hein, vos histoires. Alors que si tu anticipes ça au début, il peut rien t'arriver en fait. C'est que cool du coup. Tout est C'est déjà très prévu. important ce que tu dis, Jérémy. Et alors, ça concerne peut-être un peu moins de gens qui nous regardent, mais Ouais. en tout cas, c'est capital en fait de faire ça parce que ça peut briser des amitiés, ça peut briser Ouais. pas mal de trucs. Et quand les choses sont écrites, c'est aussi pour ça, si vous vous lancez et que vous avez des clients, je ne sais pas si toi tu en as, mais j'imagine que oui, mais on a aussi des contrats. Et c'est aussi important que les choses soient écrites et qu'elles soient claires pour les deux parties. C'est comme un business, en business en fait. Voilà, il y a Mhm. ces deux parties prenantes, C'est comme ça. dans un project manager. Et voilà, il faut que ce soit clair aussi pour les deux parties. Donc, Mhm. à Nous, la nous, fois on a pour super vous détaillé. et à la fois pour eux. Ouais, nous, on l'a détaillé à fond dans les contrats, c'est-à-dire que les gens, quand ils viennent avec nous, ils savent exactement ce qu'ils peuvent attendre de nous, nous, on sait exactement ce qu'on attend d'eux. Toutes les conditions de ça se passe très bien à ça se passe très mal sont détaillées dans le contrat. Comme ça, il n'y a Mhm. pas de surprise, en fait. Exactement. Et dans une relation professionnelle, surtout dans nos métiers où il y a beaucoup d'humains, pas de surprise en cas de litige, c'est quand même pratique. Hein. C'est quand même Ouais. agréable, quoi. Et tu viens de dire un truc dans nos métiers, comme il y a beaucoup d'humains, j'aime bien entendre ça parce que comme on disait tout à l'heure, il y en a qui font le même métier que nous et pour qui il y a moins d'humains. Et quand on parle de vente, et je suis sûr que tu l'as entendu aussi souvent, ce truc-là, ouais, si le client il pleure pas, t'as pas fait la vente. Euh, comment te dire? Alors déjà, il y a des lois en France pour ça hein, qui réglementent ça. Ça s'appelle la vente sous pression, c'est illégal. T'as pas le droit de faire ça, Ouais. de casser les gens. On sait le faire, hein, c'est facile. Hein. C'est le plus simple. Dans nos métiers, on a des gens qui veulent gagner plus parce qu'ils ont des difficultés ou des problématiques profondes. Les briser au téléphone, c'est vraiment pas compliqué. Mais déjà, ça sert à rien. C'est Non. complètement illégal. C'est pas moral du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai un vrai problème d'éthique à faire des choses comme ça. Et surtout, si derrière ça se passe pas exactement comme tu l'avais annoncé, tu laisses la personne dans un état pas possible. Ça fait quand même beaucoup de raisons de pas faire ça. Hein. Ça fait quand même beaucoup de raisons de ne pas faire ça. J'allais dire de ne pas le faire dans un but, dans ce but-là. Après, bon, si on touche des choses où la personne elle est un peu émotionnelle, c'est C'est- totalement différent. Non, mais c'est-à-dire que Mais c'est genre pas ton dire, but. faut que je fasse pleurer la. Voilà, c'est pas Voilà. le but. Non, non, mais moi, enfin, les clients avec qui je suis en coaching, enfin, une fois qu'ils ont signé, en Oui. général, Ah toute bah la là. première partie où on parle des blessures, de la vision, des choses comme ça, 8 fois sur 10, Mhm. ils en pleurent. Hein. Mais Ça, j'ai pas fait ça pour les closer, tu vois. ouais, je Il vois. y a un moment, si tu tables juste sur ce qui est bloqué, c'est des choses qui arrivent. Mhm. Et moi, ça m'arrive en coaching et ça arrive à tous les entrepreneurs et c'est tout à fait OK. C'est pas du tout un problème en fait de se mettre dans cet état. Hein. Ça doit pas faire partie d'une étape. Il y en a qui ont besoin, d'autres pas, etc. Mais c'est pas une étape de la vente. Moi, j'aime bien me marrer plutôt dans les appels de vente, Ouais, grave. Si la personne elle rigole nerveusement au téléphone tellement elle est contente, là moi je suis content, tu vois. c'est plus sympa. Ouais, c'est plus agréable. On a encore, c'est encore un gros sujet ça.
Ah bah la vente, mec, la vente, c'est un sujet qui me passionne, sur lequel il ne faut pas me Alors, lancer parce qu'on peut y passer 2 heures. Mais il y a beaucoup d'erreurs qui se fait avec la vente. Il y a beaucoup de croyances qui existent avec la vente. J'en avais un bon livre. ouais, Euh, et en fait, lorsqu'on creuse un peu et qu'on cherche à savoir, enfin, quand on voit la vente comme quelque chose de différent que simplement vendre quelque chose à quelqu'un, c'est à la fois plaisant, ça fonctionne, ça rend service, ça apporte de la valeur et ça fait marcher le business de tout le monde. Et moi, je trouve ça, quand c'est bien fait, je trouve ça beau en fait. bien sûr. Mais parce que c'est un apport de valeur, en fait. C'est vendre, Ouais, c'est bien sûr. apporter de la valeur à quelqu'un. C'est lui permettre d'être dans une situation où tu vas pouvoir lui donner beaucoup plus. Prendre des entreprises. Et une entreprise, ça doit gagner de l'argent pour vivre. Et c'est tout à fait OK. Il faut arrêter de se sentir mal vis-à-vis de ça, quoi. C'est marrant que tu dis ça parce que justement, ce matin, j'avais un appel avec un prospect. Et, euh, en fait, elle voulait apporter beaucoup de valeur. Alors, elle était super focalisée sur son produit et tout, et ce qu'elle apportait. Mais du coup, derrière, elle avait un gros problème avec la vente parce que, en fait, finalement, bah, vendre ce qu'elle apportait, c'était anecdotique, tu vois, on va dire. Mmh. Et en fait, je lui ai rappelé, je fais, mais attends, tu as une entreprise là. Le but premier d'une entreprise, c'est quoi? Il me fait, bah, c'est apporter de la valeur, avoir des clients. Je fais, ouais, ok, super, il y a d'autres choses aussi, machin. Et je fais, mais en fait, le but premier d'une entreprise, je suis désolé, c'est très terre à terre, mais c'est de gagner de l'argent, en fait. Parce que comment veux-tu apporter de la valeur à tes clients s'il n'y a rien dans tes caisses? Ce sera difficile, tu pourras pas créer des processus, tu pourras peut-être pas créer des événements, tu pourras Bah pas oui. alors, leur fournir des- du papier, enfin des livres pour eux. Enfin, et c'est nécessaire. Et quand tu es acculé, quand tu ne sais plus comment tu vas payer tes factures, etc., tu ne peux pas apporter de la valeur à tes clients. T'es Donc, coincé. Ouais. donc voilà, c'est un peu. C'est pas du tout, je dis pas que le plus important c'est de gagner du pognon, attention. Je dis juste que l'essence d'une entreprise, bah, c'est quand même de générer de l'argent pour pouvoir le réinvestir, quitte à le réinvestir dans la boîte. Hein. Je ne dis pas que c'est pour s'enrichir personnellement, mais je dis que c'est pour le réinvestir, pour pouvoir grossir et pouvoir grandir et apporter toujours plus. C'est comme Mmh. ça que je vois euh, mon entreprise, c'est comme ça que je vois le business, parce que j'ai toujours envie de donner plus. J'ai envie de faire des beaux événements, j'ai envie de pouvoir récompenser mes clients aussi quand ils travaillent bien. Enfin, tu vois, j'ai envie de faire tout ça et tout ça, ça demande de l'argent. Mais je sais pas si tu l'as remarqué aussi, moi je l'ai remarqué, moi c'est mon cas, mais c'est aussi le cas de beaucoup d'entrepreneurs qui m'entourent. Entre le début où ils se sont lancés, ils gagnent un peu d'argent et le moment où il y a une vraie phase de croissance et de stabilisation, où tu en gagnes vraiment beaucoup plus, le niveau de vie n'augmente pas en fait. Tes plaisirs coûtent plus cher, mais ta vie normale coûte exactement le même prix. Je dépense pas plus d'argent que quand j'en gagnais pas beaucoup, tu vois. Bah, si tu es focalisé, enfin, il y en a qui vont se planter complètement, qui vont tout de suite aller acheter une Porsche, mais si tu es focalisé sur d'autres choses et que tes valeurs sont pas seulement justement de t'enrichir pour faire de Ouais. l'argent, bah, tu vas investir sur toi, tu vas te former, du coup tu vas monter en gamme, en valeur, tu vas pouvoir apporter plus de valeur. Investir sur toi, ça coûte beaucoup d'argent, Ouais. enfin ça peut coûter beaucoup d'argent. Ça chiffre, hein. Euh, Donc, ça, c'est une plus-value que tu fais bah, parce que ça te fait plaisir, mais c'est une plus-value que tu apportes à ta boîte et à tes clients aussi, quoi. Mhm. Donc, effectivement, je sais pas, j'ai pas l'impression que mon niveau de vie a varié depuis les 2, 3 dernières années. To be honest, vraiment, je pense que même à un moment donné, je dépensais plus que maintenant. Mais c'est juste que je dépense différemment. Ouais, je comprends. Ouais, moi c'est pareil. Si tu veux, mon niveau de vie perso n'a pas du tout augmenté. Ouais, je me paye des avions un peu plus sympas, c'est sûr. Mais là où j'ai des gros points de dépenses qui n'existaient pas avant, c'est l'investissement sur moi-même, effectivement. Là, on parle C'est vraiment ça, de grosses sommes, mais parce que je pouvais pas me le payer avant. Et aujourd'hui, c'est je ça. peux. Mais c'est trop cool. C'est ça fait de toi une personne qui peut en gagner toujours plus. Quand plus t'en investis, plus tu es capable d'en créer. Donc, plus tu es capable d'apporter de valeur, etc. C'est vachement bien comme investissement. Moi, c'est une super bonne idée, Ah je trouve. ben, moi, c'est le truc sur lequel je priorise. Alors, c'est marrant qu'on parle d'investissement parce que vraiment, c'était un sujet que j'ai abordé la semaine dernière Mhm. avec un autre pote entrepreneur et ouais, on discutait là-dessus, tu vois, sur faut-il investir sur soi? Bon, la réponse, on l'a, elle est oui, tu vois, mais elle était un peu rhétorique. Mais combien, comment, quand, Ouais, à quel moment, tu vois? Et c'est vraiment des questions qui reviennent souvent aussi chez mes ouais. clients, chez mon audience, tout simplement. Euh, il y a une certaine forme de ouais, mais c'est pas palpable, tu vois, c'est abstrait de se former, Mhm. d'investir sur soi. Et sur des sommes qui peuvent être tu sais, dépasser les 10 000 euros, tu sais, au début, on est comme bon.
Euh, et du coup, c'est vrai que c'était une question que j'aime bien poser. C'est combien réinvestir, comment, faire. Et moi, je pense que c'est super important. Et il y a des périodes dans ma vie ou dans mon entreprise où je réinvestis beaucoup plus que juste 15% de mes chiffres dans moi Mm. parce que j'en ai besoin à ce moment-là, quoi. Et je sais que c'est un game changer C'est aussi combien tu penses que tu vaux, en fait. Combien aussi. tu es Ouais. prêt à miser sur toi-même, en fait. Moi, mes tout premiers investissements, c'était d'abord quelques centaines d'euros, ensuite quelques milliers, ensuite tu passes à quelques dizaines de milliers. Là, tu te dis, ah, ça commence à faire beaucoup quand même, il va falloir se calmer. Mais en fait, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu le fais, tu as, un retour sur investissement. Alors, il n'est pas forcément tangible, le ROI, tu vois. Tu ne peux pas dire, OK, j'ai investi ça, j'ai récupéré ça. Non, mais j'ai investi ça et dans les 6 mois, j'ai fait ça et ça y est pour beaucoup. Et là, tu te dis, ouais, OK, enfin, ça me fait grandir en tant que personne et donc en tant qu'entrepreneur. C'est clair, c'est clair. Et là, je voulais. Il y a deux questions que j'aime bien donner aux gens quand ils se posent la question, dois-je investir là-dessus? Pour éviter justement, pour mettre des barrières sur j'achète toutes les formations qui viennent, tu sais, la boulimie Ouais, la ouais. formation, et là, ça existe. Hein. Il y a qu'est-ce que cet investissement va me rapporter dans les 3, 6, 12 à 6 mois? Et est-ce que je vais gagner plus que ce que j'ai aujourd'hui en investissant cette somme? Mm. Dans une vie, tu vois. Si j'investis 10 000, est-ce que dans ma vie, en faisant ça, je vais être capable de rentabiliser et de gagner plus que 10 000 € avec cet investissement? Si la Mm. réponse est oui, déjà, tu vois, tu as des pistes pour te dire c'est vers ça qu'il faut que j'aille, ou Ouais. ça, c'est pas le moment et c'est pas pour moi. C'est une très bonne réflexion. C'est hyper intéressant. On va passer un peu aux questions de fin, les questions d'usage, elles sont importantes. Yes. Euh, Si tu recommençais à zéro aujourd'hui, mais que tu gardais tes connaissances, qu'est-ce que tu fais? Euh, c'est une très bonne question. Si je gardais mes connaissances et que je recommençais à zéro aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Euh, hmm. Je pense que pour me remettre à flot rapidement, si j'avais les connaissances que j'ai aujourd'hui, l'expérience, je monterais une offre d'accompagnement dans un premier temps, tu vois, un truc à forte valeur ajoutée que je vendrais cher. Enfin, quand je dis cher, tout est relatif, encore une fois, on l'a dit. Ouais, ouais. Mais je ferais rentrer de la trésorerie comme ça. Avec ce que j'ai, je ferais de la publicité. Et avec ce que je récupère, je délèguerai certaines tâches. Hmm. Et ensuite seulement, je me focaliserai. En fait, si tu veux, dans un premier temps, je me focaliserai sur la vente à un petit nombre de personnes, parce Mhm. que ça, c'est rapide. Et ensuite, derrière, j'ouvrirai à vraiment aller faire du scaling sur un plus gros marché, où là, ça me demande plus d'énergie, plus de visibilité aussi. Mais si j'avais vraiment pas de thunes et que je devais repartir de zéro, voilà, je parlerais de mon offre, en fait. Je parlerais de ce que je peux apporter. J'en parlerai sur les réseaux, j'irai faire du démarchage. Et dès que j'ai un peu d'argent, je me ferai accompagner. Mhm. C'est hyper intéressant. C'est un peu près le genre de stratégie qu'on recommande à nos clients quand ils démarrent, hein. Sauf que nous, on n'est pas trop sur l'outbound, sur le démarchage, on est plus sur l'inbound, comment attirer les clients. Mais c'est Ouais, ça, c'est commence par créer une offre à haute valeur ajoutée qui a un certain prix. Comme ça, avec quelques clients, tu peux très vite vivre de ton truc. Parce qu'en fait, on le dit pas assez, ça aussi. Au début, quand tu connais mal ton client idéal, tu connais mal le marché, tu connais mal ta cible, quoi qu'il arrive, les 6 premiers mois, tu vas faire à tout casser 10 ventes, hein. Tu peux choisir de faire 10 ventes à 10 000 ou 10 ventes à 29 euros. c'est ça. Et c'est C'est là un la choix. différence. Et c'est là la différence, hein. C'est un choix. Ouais, ouais. Non, mais voilà, c'est ça. Je pense que ce serait. Alors après, voilà, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, bah, j'aurais forcément mon avatar et tout en tête. Mais si Ah j'avais ouais, pas ça tout va plus ça, vite. par contre, je retravaillerais. Ouais, s'il y a vraiment un truc, tu vois, ça c'est important. La base de la base, c'est quel problème spécifique je résous Mhm. et à qui je m'adresse. Ouais. Et surtout à qui je m'adresse pas non plus, en fait. Parce qu'il y a des gens dans le lot qui vont arriver et tu as envie d'aider tout le monde au début, tu vois. Mais Mhm. ok, non, je m'adresse pas à ce type de personnage. Soit je suis désolé, je peux pas t'aider. En revanche, je vais te référer à quelqu'un, mais Ouais. moi, je peux pas t'aider. Parce que moi, j'aide telle personne à faire ça et à atteindre ça. Complètement. Très bon conseil. Si tu devais garder un seul livre avec toi, ce serait lequel? Ah, t'es pas gentil, un seul. Ah ouais, non, c'est pas drôle sinon. Le dernier qui m'a fait le coup, c'était Antoine Pétavin, il m'en a donné trois. Tout le monde essaie de tricher à cette question. Non, c'est pas cool. Ah, Le dernier alors. Le dernier qui t'a vraiment marqué. euh, ok, je vais tricher un peu quand même.
Celui qui a vraiment été, je pense que tout le monde le connaît, mais qui a été un gros game changer dans ma vie, c'est celui-là. Ouais. Ok. Expert Secret, Russell Expert Brunson. Secret de Russell Brunson, ouais, voilà, sur tout ce qui est création de son expertise, de son expertise et comment Ouais. être perçu comme un expert par sa communauté, comment créer une Mhm. communauté. Et j'hésite, c'est chiant. Euh, ouais, il y a celui-là qui m'a quand même bien changé la vie, The The One One Thing. Thing. Ouais. Je l'ai écouté en livre audio il y a quelques mois de ça. Effectivement, il est solide. Ouais, voilà, faut le relire plusieurs fois, mais ouais, c'est en termes de bise, enfin même dans une vie en fait, même Ouais. personnelle, je trouve que Ouais, ça ouais, non, apporte mais c'est beaucoup. ça. C'est un livre qui t'apporte autant en perso qu'en pro. C'est apprendre à se refocaliser sur ce qui compte vraiment et à pas partir dans tous les sens. Et c'est un livre qui te défonce le multitasking. Voilà, chose sur laquelle l'être humain est assez fort pour partir sur des délires comme ça. Ah, moi, je suis une catastrophe là-dessus. C'est en permanence, tu sais, Après, t'as le téléphone, t'as un livre ouvert, t'as l'ordinateur, t'as quelqu'un qui te parle et tout, et la limite, t'as catastrophique, une télé allumée derrière. Oh là là, c'est beaucoup trop d'attention. catastrophique. Et un petit bonus, parce que j'aime bien les bonus, je ne l'ai pas avec moi là, mais si je devais recommander un livre à des gens qui veulent vivre de leur expertise, enfin Mhm. plutôt dans le coaching et services, je reprendrais The Prosperous Coach de Rich Litvin ou en français D'accord. Profession Coach. Ok, ça c'est celui-là, je ne l'ai pas lu. On m'en a parlé déjà, mais je ne l'ai pas encore lu. Je te le recommande. D'accord. Cool. J'ai un nouveau livre à lire. ma, ma liste de lecture Amazon de trucs que je dois Ah encore ouais, acheter fait à peu près 3 kilomètres de long, puisque moi chaque j'ai personne à qui je 150 parle me file des bouquins livres. en Complètement. attente sur la liste Amazon. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent et qui veulent effectivement, qui sont dans le profil de clients que tu as et que moi j'ai, donc des gens qui veulent grandir leur entreprise, leur business Mhm. et s'améliorer, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Un conseil à leur donner. Alors, j'ai une phrase et un conseil. Ça marche ou pas? C'est très bien. Qui sont deux trucs différents. La phrase, parce qu'elle est impactante, c'est une phrase que mon grand-père m'a dite un peu avant de partir, mais c'est n'échangez pas vos rêves contre la réalité des autres. Donc, si vous avez une envie, un rêve, un business, un projet, allez-y, même si les gens vont vous dire que vous n'allez pas y arriver, que vous allez vous planter. Si j'avais dû écouter toutes les personnes qui m'ont dit, Max, tu feras un séminaire, il n'y aura personne, tu pourras pas inviter de stars et ça marchera pas. J'aurais jamais fait. Et la deuxième chose, c'est attention à attention à pas vouloir planter trop de clous en même temps sur tu sais, ce jeu dans Fort Boyard là où il y a plein de clous en Mhm. fait, il faut les enfoncer. Euh, c'est attention à pas vouloir planter 12 clous en même temps et Ouais. quand on trouve quelque chose qui fonctionne, y rester en fait, et rester focus là-dessus et enfoncer le Ouais. clou jusqu'au bout sur ce truc-là parce que tu sais, des fois on travaille des heures et des heures sur un truc, ça marche pas, mais parce qu'on a travaillé des heures et des heures sur ce truc-là, on a quand même envie de, putain, ouais, je vais le relancer le truc, ça a marché. C'est le Alors piège, que, le piège de l'engagement, hein. J'ai mis tant et tant exactement, d'efforts là-dedans. Donc, même si ça paraît être une mauvaise idée, je vais continuer parce que j'ai déjà investi tellement d'efforts. Et tu te heurtes exactement, au biais des coûts irrécupérables. J'ai déjà dépensé tellement, donc je ne veux pas jeter ce que j'ai dépensé. Non, mais en fait, ce que tu as dépensé, tu l'as déjà plus. c'est ça. Alors que peut-être à côté, bah, il y a une petite stratégie qu'on a mis en place qui avait pas mal marché, pas de ouf, mais pas mal marché. Et qu'elle, par contre, on peut lui mettre du fuel et l'alimenter pour que Ouais. ce soit ça qui va générer des revenus ou en tout cas, peu importe ce que c'est dans votre projet, quoi, mais c'est ça qui va Mhm. marcher. Donc, la stratégie du multi-clou, plutôt se focaliser sur un clou. Et rappelez-vous le jeu de Fort Boyard. Et ben, c'est très bien. On va finir là-dessus parce qu'une conclusion sur Fort Boyard, c'est quand même exceptionnel. Magnifique. Max, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui voudraient te découvrir, ils vont où? Alors, ils vont où? Ils vont sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube. Ils tapent simplement Max Dorville. D'accord. Et dans Google, maxdorville.com, ce sera mon site web. Voilà, je suis sur ces réseaux-là. Je communique beaucoup sur Facebook et Instagram Mhm. et la chaîne YouTube aussi à venir avec beaucoup d'interviews. Ok. Donc, voilà, pour plein de contenu, retrouvez-nous sur On ces leur mettra de toute façon tous les liens en description de cette Yes. vidéo ou de s'ils l'écoutent en audio. Comme ça, ils pourront te retrouver facilement. Cool. Merci à toi pour ce temps que tu as passé avec moi et avec ceux qui nous ont écoutés, regardés, etc.
C'était encore une interview qui apportait beaucoup de valeur. Je suis très content de l'avoir faite. C'est rigolo parce que si tu veux, je le fais pour l'audience, mais aussi un peu pour moi. Parce que je rencontre des nouvelles personnes et j'ai des conversations hyper agréables que j'aurais pu avoir dans un café pas enregistré et Ouais, qui aurait été cool aussi. carrément. Et c'est ce plaisir de nos métiers, tu vois, de pouvoir rencontrer autant de gens et d'apprendre autant de choses et de le faire comme, enfin, c'est-à-dire, je le ferais aussi si j'étais pas payé, tu vois. Ouais, carrément. Tellement Je rejoins complètement ce que tu dis et on aurait très bien pu avoir cette converse dans un café avec autant de plaisir sans que ce soit filmé. Donc ça montre bien que on le fait pas pour le faire, mais on le fait aussi parce que ça nous fait kiffer. Et, euh, exactement. et on a donné beaucoup de choses, je pense, super intéressantes aujourd'hui. Et Jérémy, pareil, plaisir partagé. Ça fait un moment qu'on s'intercroise Sur les sur les réseaux réseaux et et parfois ça s'interposer, ouais. c'était super de faire cette interview ensemble. Tout à fait. Bah, écoute, merci pour ton temps. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Je vous mettrai donc tous les liens pour retrouver Max en description. N'hésitez pas si vous trouvez cette interview intéressante à l'envoyer à une personne. Moi, je ne plaide pas pour le partage, les pouces bleus, ces trucs, je m'en fous. Envoyez-la à une personne à qui ça peut servir. On aura aidé quelqu'un, on sera content. Exactement. Si vous pensez que ça peut impacter quelqu'un, juste ne serait-ce qu'une seule personne, c'est exactement ce que je partage aussi. C'est comme ça qu'on peut impacter une personne après l'autre. Exactement. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.